Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis de Canal Martinique Télévision, chers amis de LCL, vous qui nous regardez sur kmttélévision.com ou qui nous écoutez sur FM+, 88.9, vous qui nous regardez à Mayotte, à La Réunion, en Guadeloupe, en Guyane, en France et bien entendu en Martinique, bonsoir et bienvenue dans cette émission 100% politique. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui une personnalité qui n'est pas véritablement une personnalité politique, mais c'est aussi important, parfois plus, c'est une personnalité syndicale. Il s'agit de M. Éric Picaud, qui a été longtemps secrétaire général de la CFDT, qui est aujourd'hui le président de l'UPEM. M. Picaud, comment allez-vous? Ça va, merci M. Larouchier. Je vous remercie d'ailleurs de me recevoir aujourd'hui. Je vous en prie. Qu'est-ce que c'est l'UPEM? Université populaire de la Martinique. D'accord. C'est-à-dire que ce sont les ex-cours du soir qui ont été menés de main de maître pendant très longtemps par Hector Saé, qui se trouve au Terre Saint-Dile. D'accord. Donc c'est les cours du soir. Ce sont les cours du soir. D'accord. Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui fréquentent ces cours? Eh bien, un peu moins. Et beaucoup moins, pourquoi? Parce que, bon, vous savez, les gens, il y a de la formation maintenant. Et quelquefois de la formation où on peut être appelé très certainement à être payé, etc. Donc ça fait que, bon, effectivement, c'est beaucoup moins demandé. Mais si nous avons décidé de continuer et de reprendre, c'est parce que les gens, effectivement, font appel. Mais si vous voulez, je vous en parlerai tout à l'heure. D'accord. Qu'est-ce que ça veut dire, CFDT? Confédération Française Démocratique du Travail. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de... Je sais que vous êtes un grand syndicaliste. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre parcours dans ce monde syndical martiniquais? Eh bien, c'est un parcours qui est très particulier et même quelquefois, dirais-je, atypique, dans la mesure où, en fait, lorsque j'ai rejoint la CFDT en 1998, je venais de laisser un syndicat, d'ailleurs, que j'ai toujours respecté, qui était Force ouvrière. Et comme ça n'allait pas, je suis parti. Et donc, en 1998, je me suis proposé d'être au niveau de la CFDT. Et c'est vrai que les gens me connaissant dans mon engagement à FO ont été un petit peu embarrassés. Et ils avaient appelé ici Denis Lange qui leur avait dit que si c'était moi, il n'y avait pas de problème. Et donc, depuis, je suis à la CFDT, je fais un certain travail. Et j'avais dit aussi aux camarades, mais méfiez-vous, on parle de ceci, on parle de cela. La CFDT ne fait pas beaucoup de bruit, mais c'est un syndicat qui fait un travail pour les salariés. Et quelques années après, la CFDT est devenue le premier syndicat national, et ce n'est pas pour rien. Et au niveau martiniquais, sur la CFDT, c'est le premier syndicat martiniquais? Non, non. Alors, au niveau, il faut être honnête, non, au niveau Martinique, la CFDT n'est pas le premier syndicat martiniquais. D'ailleurs, nous arrivons peut-être un petit peu trop tard pour cela. Mais la CFDT fait un travail remarquable, avec des adhérents qui ont confiance en elle. Et d'ailleurs, je vais vous en parler sur la Sécu tout à l'heure, si vous le voulez. Lorsque nous avons le sentiment de n'être pas entendus par certains qui voudraient faire un peu à leur tête et n'importe quoi, eh bien, nous nous en séparons. Quels sont les secteurs où la CFDT est le mieux implantée? Bon, si vous voulez, le commerce, l'automobile, la communication. D'accord. Est-ce qu'il y a un sujet que vous voudriez aborder là, prioritairement? Alors, si vous me le permettez, je vous en remercie. J'aimerais parler de la Caisse générale de sécurité sociale. Parce que c'est un des organismes les plus importants, d'ailleurs le troisième au niveau de la Martinique, et qui fonctionne, mais de façon très bizarre. Pourquoi? Parce que je sais qu'en tant que journaliste, vous avez entendu parler de certains petits problèmes qu'il y a eu au niveau de la présidence de la Caisse générale de sécurité sociale. Le président étant quelqu'un de chez nous, qui est donc l'actuel secrétaire général, Paul-Émile Beausoleil, et qui, lorsqu'il est arrivé, lorsqu'il y a eu la mise en place de cet organisme-là, qui est la CGSS, eh bien, a présenté sa candidature. Comme également M. Éric Bellemare, qui était persuadé, je n'ai pas à le cacher, qu'il serait président de la Caisse générale de sécurité sociale. Malheureusement, il a été battu par Paul-Émile Beausoleil, et je peux vous dire qu'il en a fait un problème et que ça a été très, très, très mal perçu.
Et depuis, alors malheureusement, je le dis, et je suis très triste pour lui, Paul-Émile, que j'ai toujours aidé, parce que c'est lui qui m'a remplacé. Hein. Lorsque j'ai passé la main à la tête de la CGS, de la CFDT, c'est Paul-Émile qui m'a remplacé. C'est quelqu'un de... Paul-Émile Bellemare. Paul-Émile Beausoleil. C'est Éric Bellemare qui a fait un genre d'AVC de ce truc-là. Je le dis. Et il n'a jamais accepté cela, il a toujours fait en sorte que les conseils d'administration soient toujours très perturbés, etc. Il a pris la tête des gens avec cela. Et donc, Paul-Émile Beausoleil qui arrive en se disant « je vais travailler », mais c'est vrai que je lui avais dit de faire attention quand même, parce qu'il est persuadé que l'être humain est toujours bon. Et je lui dis non, la preuve, il l'a remarqué. Paul-Émile qui arrive avec cette idée de travailler, d'ailleurs, je vais vous dire, il a, lors d'une émission, comment dirais-je, lors d'un échange entre eux, il dit, mais voilà, tout le monde est au travail, etc., etc. Les gens de chez nous-mêmes, qui avaient des petites idées, font un tract contre lui, les gens de la CGSS, parce qu'il a dit qu'il avait mis tout le monde au travail, dont lui-même, le directeur général, et il était visible que ça avançait beaucoup mieux. Ils ont fait un tract contre lui, ce qui n'était pas normal du tout. Mais enfin, ce n'est pas grave. Malgré ça, il fait son petit travail comme il peut. Dans un premier temps, alors, en fait, il a remplacé Paul-Émile Beausoleil, Mme Eliane Chalonneau, à l'époque, qui était présente là. Et c'est pourquoi, quand un certain nombre de reproches lui avaient été faits par la Cour des comptes, il avait dit qu'il ne s'agissait pas de lui, puisqu'il n'y était pas, et de voir avec les gens qui étaient concernés. Et donc, il a continué de faire son petit travail. Et dans un premier temps, alors que ce monsieur était en arrêt maladie, qu'il était hospitalisé pendant une journée, le conseil d'administration, certains membres font tout pour l'évincer, alors que le bonhomme n'est pas là et qu'il le fait savoir. Il n'y a pas très longtemps encore, il y a peut-être 1 mois et demi, et on a dû en entendre parler également, il y a problème au niveau du conseil d'administration. Mais il faut expliquer pourquoi. C'est parce que des gens qui sont, et que j'ai nommé moi-même à l'époque, délégués syndicaux, font un certain nombre de choses qui ne sont pas valables. Et même, il y a quelqu'un qui vient vers eux avec des dessous de harcèlement et autres, et ils ne prennent pas fait et cause pour cette personne, mais plutôt pour le directeur général, et on a bien compris pourquoi, parce qu'il s'agit d'avancement, etc., etc. Et donc, cette personne revient vers nous, et ça ne va pas du tout, parce qu'on ne peut pas être un syndicat et faire ce que l'on fait là. Et je vous ai dit que la CFDT n'accepte pas n'importe quoi. Et donc, par rapport à cela, ces 2 personnes qui, entre-temps, ont été virées de la CFDT pour des agissements divers comme ceux-là, eh bien, ils sont venus au conseil d'administration avec des salariés qui n'avaient rien à voir au conseil d'administration. Et donc, naturellement, le président a levé la séance. Et c'est ainsi que ça se passe assez régulièrement, même si, je dois dire, que quand on considère, et j'ai vu des gens qui étaient des ressortissants de la Sécu qui me disent « ah, ça va un petit peu mieux », des gens qui étaient retraités, qui n'avaient pas leur retraite depuis un moment, me disent « enfin, j'ai touché ma retraite », etc., etc. Mais malgré ça, je peux vous dire que si les choses, s'il n'y avait pas eu comment dirais-je, des petits coups de pied à gauche, à droite, ça irait beaucoup mieux. Et alors, j'estime qu'effectivement, il a eu raison d'avoir viré ses personnels, parce que la Confédération elle-même lui en avait parlé. Moi-même, je lui avais dit. Il m'a dit, mais non, il faut toujours laisser le temps au temps. Mais il s'est rendu compte que là, il n'y avait rien à faire. Et donc, voilà là où on en est de la Sécu. Et quand on entend dire un certain nombre de choses, je dis qu'il faut dire le tout. Parce que Éric Bellemare n'est pas du tout innocent dans ces affaires-là. Et c'est lui qui mène cette affaire, ce combat. Le jour où il veut, je peux le rencontrer pour le lui dire en face. Et moi, je n'ai aucun problème avec cela. Vous êtes venu ici pour régler vos comptes avec Éric Bellemare? Non, non, alors, je vais vous dire non, même pas. Ce n'est pas un compte, parce que vous m'appelez à vous dire la vérité, à vous parler. Et pour l'homme que vous êtes, je comprends. C'est pourquoi j'essaye de vous dire les choses comme je les pense. Mais ce n'est pas pour régler un compte avec Éric Bellemare. Je ne veux pas d'ailleurs
régler de compte avec Éric Bellemare. Nous ne sommes pas, pour moi, du même niveau. Éric Bellemare fait ce qu'il a à faire, moi, je fais mon travail. Excusez-moi, ça veut dire quoi, nous ne sommes pas du même niveau? Comme je dis, nous ne sommes pas du même niveau. Quand je veux dire cela, je crois qu'il y a une façon de penser les choses. Je ne suis pas certain que nous pensions les choses de la même façon. Je ne critique pas, je ne suis pas contre, parce que dans la vie, il faut de tout pour faire un monde. Mais je dis que Bellemare, qui d'ailleurs a été pratiquement à la place que j'aurais dû avoir en tant que secrétaire général de Force ouvrière, je le connais quand même, je sais de qui il s'agit. Et quand je dis que nous ne sommes pas du même niveau, c'est dans ce sens-là. Ce n'est pas de dire que je suis plus intellectuel, non. C'est de dire que chacun a sa façon de penser, sa façon de voir, et je ne pense pas qu'elle sera jamais la même. Donc vous pensez que les tensions internes que vous nous avez décrites là expliquent les dysfonctionnements qu'on a pu observer au niveau de la sécurité sociale? Non, mieux, c'est qu'il y avait déjà des dysfonctionnements. Il y a des choses qui n'allaient pas. Et lorsque Paul-Émile est arrivé, avec sa bonne volonté, il a essayé de faire les choses. D'ailleurs, ils sont arrivés, comme je vous disais, ils sont arrivés à mettre des choses en ordre. Mais je regrette, parce que nous aurions pu faire mieux. Parce que les gens, la population martiniquaise est en droit, M. Laouché, d'attendre beaucoup d'un organisme comme celui de la Caisse générale de sécurité sociale. C'est simplement ce que je dis. Et donc là, on aurait pu faire mieux, mais on se trouve avec des gens, alors que les 4 années sont pratiquement passées, parce qu'en 2026, il y a une remise en place de l'institution. Si certaines personnes avaient été assez intelligentes, elles auraient laissé donc se faire les choses, se dérouler les conseils d'administration. Mais lorsqu'on ne pense qu'à sa poire et qu'on ne veut que pour soi, on ne pense pas à tout ça. Hein. On se dit, bon ben voilà, moi je fais les choses, je fais comme ça, et puis un point c'est tout. D'ailleurs, si vous permettez, Madame Eugénie Libert, j'en parle aussi parce que c'est quelqu'un qui était excessivement remarquable, qui était présidente avant que Madame Chalonneau y soit. Parce que je dis, Madame Libert était de Force ouvrière. Elle a été virée par M. Bellemare, qu'on n'a jamais vraiment compris pourquoi, d'ailleurs, elle est allée en justice et elle a gagné, naturellement. On n'a jamais compris pourquoi. Et Mme Eugénie Libert a été virée. À ce moment, elle a donc été remplacée par Mme Chalonneau. Vous voyez comment il y a des choses dans cette affaire-là. Et même là, je peux vous dire, parce que j'ai été président de la Caisse générale de la CAF pendant au moins presque une dizaine d'années. La CAF, c'est quoi? La Caisse d'allocation familiale de la Martinique. Et j'ai eu à travailler avec Mme Libert. Je peux dire que c'est quelqu'un que je félicite, qui est remarquable. Remarquable, cette dame, Mme Eugénie Libert. Et donc, si je dis ça, ce n'est pas non plus pour lui faire plaisir, c'est parce que nous avons mis un certain nombre de choses en place. Alors, j'aurais souhaité que ça perdure. C'était entre d'ailleurs la CAF et la Caisse générale de sécurité sociale. Mais là, je ne vais pas rentrer. Ça, c'est dans le fonctionnement. Je n'entre pas dans le fonctionnement. Voyez. OK. Alors, j'aurais voulu quand même ajouter, si vous permettez, qu'il y a eu un gros problème aussi à la Caisse générale de sécurité sociale. Et je vous disais tout à l'heure qu'il y a quelqu'un qui était convaincu de harcèlement, qui est allé voir les personnels, et les personnels ne l'ont pas aidé. Ils ont préféré prendre bord de l'autre côté. Et c'est quelqu'un qui se trouve maintenant, qui est une Martiniquaise, qui se trouve en Corse. Et heureusement pour nous, qu'elle revient de temps en temps, parce qu'il n'y a pas très longtemps, elle était ici. Et vraiment, ça, elle a ça sur le cœur quand elle en parle, et c'est pourquoi moi-même j'en parle. Et tout ça, ça fait que, effectivement, il y a des désaccords entre un président qui veut que les choses soient claires, nettes, et puis des gens qui veulent faire leurs petites affaires. D'accord. Vous savez que ce que vous venez de dire là, depuis un petit moment, est triste jusqu'à donner envie d'en pleurer. Je me pèse mes mots. Parce que ça veut dire qu'un des organismes les plus importants de ce pays, peut-être le plus important, eu égard à ses fonctions, quoi, ce sont des Martiniquais. Il n'y a pas de blancs là. Il n'y a pas de colonialisme là. Il n'y a pas l'étranger là. Il n'y a personne. C'est nous, Martiniquais.
Mais regardez la description que vous en faites, c'est dramatique. Oui, mais je vous dis, c'est la vérité. Vous pouvez, je sais que vous m'avez entendu, mais que vous pouvez très bien vous rapporter et vous verrez que ce sont les vérités que j'avance. Et je vous dis, c'est tellement triste que j'en parle là aujourd'hui. C'est parce que je n'arrive pas à me faire à cette affaire-là. J'ai vu la sécurité sociale trop avancer pour qu'on n'ait pas reculé, on n'a pas reculé là, mais qu'on n'ait pas avancé davantage encore parce que la population est en souffrance. Ok. Quelles sont les solutions qu'on peut apporter à ça, à ce que vous venez de dire? Alors, moi je vais vous dire, la tutelle ne sait pas quoi faire, parce que c'est les autres ont tout fait pour démonter et faire démissionner ou alors enlever le président de son poste. Mais ils ne connaissent pas la réglementation. C'est ça, ils ne connaissent pas la réglementation. Mais, je ne vais pas vous cacher, il y a même, le directeur général est même allé à écrire à notre secrétaire général, à nous, de la CFDT. Mais il s'attendait à quoi? Il s'attendait à quoi? Parce qu'à partir de ce moment... Il a écrit pourquoi? C'était pour se plaindre. Pour se plaindre de ce qui se passait. Mais il a oublié que Paul-Émile Beausoleil, s'il est comme il est, il a sa personnalité, mais il a du monde à côté de lui, dont moi-même. Et nous ne laissons rien passer. Et c'est là que ça pose un problème en même temps. Même si je vous dis, je ne me mêle pas du fonctionnement de la Sécu, mais quand je vois que nous pourrions aller plus loin et que par méchanceté, par manque de connaissances, par bêtise, certains se permettent de l'attaquer, d'attaquer leur conseil, parce qu'il y a des membres du conseil qui ne savent plus quoi faire, etc. Moi, je dis qu'il est de mon rôle, de mon devoir, d'en parler, notamment à des journalistes comme vous. D'accord. Est-ce que, je veux dire que ça va changer dans 4 ans, dans l'année prochaine? 2026. 2026. Est-ce que vous allez renouveler les mêmes trucs ou... Alors, je ne sais, très sincèrement, je ne peux pas vous dire, parce que je n'ai même pas posé la question à Paul-Émile. Mais je dois dire que, déçu comme il l'est, je ne suis pas certain qu'il se représente. Très, très sincèrement. Alors, bon, la place sera aux autres qui feront un petit peu ce qu'ils veulent, mais je reste persuadé que ça nécessite réflexion. Parce que même si ce n'est pas lui, on peut aussi proposer quelqu'un d'autre de la CFDT. Vous dites aux autres avec un certain... aux autres, quoi. Eh bien, oui, à ceux qui ont essayé de l'assassiner pendant son mandat. C'est ça que j'appelle aux autres, avec les points de suspension. Vous comprenez? Et ça, je suis intransigeant là-dessus. Et d'ailleurs, je dois dire que, honnêtement, j'ai parlé à Bellemare, avec qui je discute. J'ai parlé à Bellemare, je l'ai rencontré juste avant les élections du CESEM. Parce qu'il est président aussi du CESEM. Ça aussi, je ne comprends pas trop comment, parce qu'on ne peut pas être jugé parti. On ne peut pas être salarié de la CTM et être en même temps président du CESEM. Bon, mais en fait, je reviens à ce que je disais. Je l'ai rencontré Bellemare. C'était à une réunion que nous avions au niveau de l'inspection du travail. Et moi, je lui dis ceci. Je lui ai dit, mais non, mais il faut arrêter ta comédie, là, le cirque que vous faites, messieurs. Il m'a répondu, oui, mais parce que Paul-Émile Beausoleil est un peu têtu. Je lui ai dit, mais s'il est têtu, c'est un camarade. Tu vas près de lui, ils ont qu'à discuter, vous vous connaissez bien. Mais ce n'était pas ce qui était dans sa tête. Ce qui était dans sa tête, c'est qu'il avait été battu à la présidence de la Sécurité sociale. Et donc, tout ce qui l'intéresse, c'est détruire l'individu. De détruire l'individu. D'accord, là, vous m'avez tendu un piège, parce que... un vrai piège, parce que vous m'obligez à inviter M. Éric Bellemare pour qu'il vienne vous répondre. Parce que ce n'est pas correct que vous puissiez l'attaquer. Là, vos attaques sont violentes. Hein? Je suis précis, elles sont précises. Précises et violentes en même temps, sans qu'il puisse donner sa version des choses. Mais je suis tout à fait d'accord. Et même si à la rigueur, ça vous plaisait de m'inviter, moi, je n'ai aucun problème avec ça. Face à face avec lui. Quoi. Alors, parce que, je vais vous dire, M. Laouché, je sais que vous aimez justement votre travail, que vous le faites au mieux. Moi, j'essaye de dire les choses comme il faut. Allez, je dis quelque chose de précis. On ne peut pas non plus, parce qu'on est d'obédience, se servir de cela pour sa petite personne tout le temps. Parce que quand je dis cela, je ne suis pas moi d'obédience, je le dis très clairement, mais j'ai des amis d'obédience maçonnique.
Ah ben, il faut le préciser, parce que le téléspectateur n'est pas obligé de... Mais je vous laisse le soin de me poser la question. Merci beaucoup d'avoir laissé le soin. Donc, la franc-maçonnerie rentre là-dedans aussi. Ah, mais je suis très persuadé, monsieur Larouché. Et je ne suis pas de ceux qui racontent n'importe quoi. Hein. Je vous dis, le jour où vous voulez, moi, je suis prêt à revenir. Et donc, quand je vois ce genre, on ne peut pas s'amuser à se servir de l'obédience maçonnique pour faire ces petites affaires. Mais parce que je dis cela pourquoi? Je ne suis pas d'obédience. Mais j'ai des amis qui le sont et que j'apprécie beaucoup parce que la maçonnerie a des valeurs. Mais à partir du moment où on se sert de cela pour faire ces petites affaires et pour traîner les autres dedans qui n'arrivent pas à dire non et qui font comme des moutons, alors ça pose un problème aussi. D'accord. Mais ça ne m'empêche pas d'être au combat. Hein, parce qu'on peut dire, mais tiens, il attaque là. Je n'attaque rien. Je viens de vous dire, j'ai des amis, de très bons amis et bien placés. Vous comprenez? Et ils m'entendent là-dessus. Quelquefois, ils sont embarrassés pour me répondre ou je pense qu'entre eux, ils doivent se dire des choses. Mais ils me disent, ah bon, et tu comprends, et ceci et cela. Mais je sais très bien qu'ils me comprennent. Alors je voulais dire cela aussi parce que ça me paraît excessivement décevant, tout cela. D'accord. Est-ce que la Caisse pâtit vraiment de cette ambiance que vous avez décrite? Oui. Alors, ou bien est-ce qu'il y a des trucs structurels qui font qu'elle ne peut pas fonctionner pour telle ou telle chose? Mais monsieur Larouché, c'est bien ça, quand vous avez des conseils d'administration. Alors d'ailleurs, il y a un dernier conseil d'administration qui doit avoir lieu avant cette... comment dirais-je, avant ce changement de 2026 dont je vous parlais, ben, je ne sais pas comment ça va pouvoir se faire. Vous comprenez? Et quand un conseil d'administration ne fonctionne pas comme il faut, avec un directeur général qui n'aide pas un président et qui est en fait opposé au président, où vous voulez aller? Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voyez, c'est très... Alors, ça vous amuse, mais c'est très bizarre, ça. C'est très bizarre. Je vais vous dire. J'ai été aussi membre du conseil d'administration de la CGSS au moment où était président René Fabien. Oui, eh bien, nous avons très bien travaillé. Je peux vous dire qu'il y a des gens, notamment de la CGT ou autre, je ne vais pas nommer de nom là, qui ne s'entendaient pas toujours avec lui, mais nous avions des conseils constructifs, même si nous n'étions pas d'accord. Mais là, il n'y a pas possibilité, puisqu'on veut détruire. On ne veut pas être d'accord ou pas d'accord, on veut détruire. Vous comprenez? Et moi, je ne peux pas accepter cela. J'ai trop fait pour la Martinique et pour ces organismes-là. Vous faites de la politique un peu, non? Alors, je vais vous dire, je ne suis pas un homme politique, dans le sens où la politique politicienne, je n'en fais pas, même si j'ai eu des petites relances, etc. Mais je suis la politique de façon intégrale. Mais quand on parle politique, je veux dire, je fais de la politique syndicale, je fais de la politique sociale, vous voyez, mais la politique politicienne, non, j'observe surtout. J'observe, je parle à tout le monde, je vous dis, j'ai eu des petites relances, on a essayé de... Mais je ne me sens pas un homme véritablement politique. Donc je fais ce que je sais faire. Et je comprends votre question, hein, mais je souris, mais non, je... Aujourd'hui, il me semble que les deux courants politiques, c'est autonomie et départementalisation. Je me trompe? Non, non, j'ai bien entendu. Et surtout autonomie, c'est-à-dire que l'on rejoint là Aimé Césaire, qui n'avait peut-être pas tort dans ce qu'il disait. Mais c'est vrai que l'autonomie n'est pas tout à fait la départementalisation. Et bon, je pense qu'il y a effectivement possibilité de travailler sur cela. Mais je veux dire travailler, c'est-à-dire pas que certains aient raison, c'est aussi que l'on puisse échanger et que la population, que le peuple puisse voir ce que ça puisse lui donner. C'est pas de dire, comme certains, on va, comment dirais-je, on va changer les statuts, etc. Parce que, je vais vous dire, monsieur, j'ai entendu dire ça dernièrement. Oui, on va demander le changement des statuts pour les Martiniquais. Je dis non. Moi, je sais demander mon changement de statut si j'en ai besoin. Et puis, nous avons des politiques. Alors, ces mêmes personnes me diront, mais les politiques ne font rien. Bon. Alors, je dois dire que je suis assez précis aussi sur cela. Lorsque les politiques ne font rien, c'est nous qui les avons mis là. Eh bien, nous les enlevons. Nous changeons de politique.
Mais qu'on ne vienne pas me dire qu'on va demander le changement de statut pour moi. Jamais. Et c'est là que je dis que le vrai Martiniquais ne s'est pas encore prononcé. Je n'ai rien dit jusqu'à maintenant. Comme d'autres, hein. Nous ne disons rien, nous attendons. Et quand je dis ça, je suis très sérieux. Hein, parce que la Martinique, je l'adore, c'est mon pays. Même quand je pars à Paris, le maman qui a viré, c'est après une semaine, j'ai déjà trop de là-bas. Même si je trouve qu'à Paris, c'est magnifique. C'est pas pour rien que c'est la plus belle ville du monde. Mais la Martinique, alors, ce sont mes affaires. C'est là que mes enfants sont nés, que mon épouse est, etc. Donc, vous comprenez que c'est pas, quand je dis ça de façon sincère. Mais vous êtes venu donner un coup de poignard dans le dos aux autonomistes, hein, quand même. Parce que oui. Vous nous expliquez, on sait très bien, là on est peut-être en grève pour les transports. Nous nous occupons des transports, nous Martiniquais, entre nous, oui. Ça ne fonctionne pas forcément très bien. L'eau, ça ne fonctionne pas forcément très bien. Non. Les déchets, ça ne fonctionne pas forcément très bien. Comme non plus. Bon, et c'est nous qui nous en occupons. Oui. Et là, vous venez nous expliquer, je ne savais pas, que la sécurité sociale, ça ne fonctionne pas du tout très bien non plus, alors que nous nous en occupons. Comme si nous étions incapables de nous occuper de quoi que ce soit. Et donc, comment demander l'autonomie si nous démontrons tous les jours que nous sommes incapables de nous occuper de ce dont nous nous occupons déjà? Je comprends tout à fait votre question, c'est normal. Moi, je crois que c'est souvent un état d'âme. Et certains Martiniquais n'ont pas compris ça. Pour bien travailler et pour se poser sur quelque chose, il faut un état d'âme. Il ne faut pas nécessairement être contre celui-ci ou contre celle-là, il faut un bon état d'âme. Et si, à mon avis, on a un bon état d'âme, parce que j'ai entendu des autonomistes s'exprimer, ça paraît très louable, très logique. J'ai entendu des départementalistes, j'écoute de tout. Et chacun a raison dans un sens. C'est ça qui est aussi, chacun a des raisons. Dans ce qu'on prend, on regarde, ah ben oui, à la plus B, ça va. Mais il faut que nous puissions nous mettre ensemble. Alors j'allais dire, pas nécessairement comme les Corses ou comme les Réunionnais, parce que la Réunion, j'y suis allé souvent, je connais bien, c'est-à-dire, ils se font de la bouche là, attention, mais devant le gouvernement, ils sont la main dans la main. Et ça, j'ai roulé quand j'ai vu ça, mais ils me le disent. Ils me disent qu'on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord. Et puis, monsieur, mais enfin, dans leur créole, ils me disent, mais non, mais arrivez devant le gouvernement. On peut pas. Non, 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 on est ensemble. Et puis, ils vont toujours nous gagner dans ce sens-là. Et c'est pourquoi je dis que chacun peut avoir des raisons. Mais discutons. Discutons tranquillement. Et puis, on voit qui gagne, qui ne gagne pas. Et c'est pourquoi je vous disais, moi, j'ai des politiques. Je considère que nous les avons, même si je disais tout à l'heure que je ne suis pas un homme policier, mais je suis les choses. J'ai voté. Mais si j'estime que les politiques pour lesquels j'ai voté ne font pas leur travail, mais il y a des élections politiques bientôt. Il y a des choses à dire, à faire. Est-ce qu'il y a d'autres sujets qui vous préoccupent en ce moment? Il y a beaucoup de sujets qui sont importants. Alors d'ailleurs, je voudrais vous dire qu'en tant que syndicaliste, là surtout, ancien secrétaire général, puisque je viens de dire que le nouveau, c'est Paul-Émile Beausoleil, qui est c'est plus Pôle emploi, c'est de France Travail. Et donc, nous sommes en train de préparer le mouvement de grève du 18. Parce que nous n'avons pas participé à celui du 10, je vous dis, parce que ce n'était pas prévu. Par contre, l'ensemble des organisations syndicales, l'ensemble des confédérations a prévu ce mouvement qui nous paraît ici très, très correct, très vrai, puisqu'il y a un certain nombre de choses dont l'histoire des 2 jours fériés, l'histoire des 64 ans pour la retraite, etc. Il y a beaucoup de choses qui vont revenir sur le tapis, et ça je l'avais déjà dit. Maintenant, il y a du grain à moudre et du pain sur la planche, et il faudra qu'on fasse ce travail-là d'ici jeudi, puisque là, nous sommes en train de nous préparer pour la CFDT. Nous sommes là. Alors, je pense que nous devrions être plutôt du côté du Malécon, je pense, au niveau de la CFDT. Ça ne veut pas dire que nous soyons contre les autres. Ça veut dire que chacun doit faire entendre la voix de l'ensemble, mais pas nécessairement d'être ensemble à défiler.
voyez, ce n'est pas parce que nous avons quelque chose contre les autres. Non, absolument pas. C'est parce que nous avons aussi notre état d'âme. Par exemple, le 1er mai, nous avons toujours pour habitude de nous retirer dans une salle avec une centaine de camarades pour discuter, pour échanger. Je pense que c'est très porteur. D'accord. Oui. Mais vous auriez pu faire ça le 19 mai, vous réunir dans une salle et puis discuter. Attends. Pourquoi vous le faites justement le 1er mai? Est-ce qu'il n'y a pas quand même un message que peut porter le monde syndical que de défiler ensemble, même si chacun est derrière son drapeau, entre guillemets, mais de défiler ensemble pour montrer quand même cette unité du monde syndical? Vous allez vous enfermer dans une salle? Ah non, quand je dis nous allons nous enfermer, nous allons nous mettre dans une salle parce qu'elle est ouverte, elle n'est pas fermée. Elle est tout à fait ouverte, monsieur Naouche. Oui, tout à fait, j'ai compris. Mais elle est ouverte, elle est ouverte à tout le monde. D'ailleurs, il y a des gens qui viennent assister au débat qui ne sont pas de la CFDT, mais qui nous le disent. Je ne suis pas de la CFDT, mais est-ce que je peux... Aucun problème. On n'a jamais refusé. Maintenant, nous préférons faire comme ça parce que nous pensons que c'est plus porteur. Vous savez qu'aujourd'hui, syndicalement, les gens ne sont pas toujours marqués par cela. Vous faites diverses réunions, vous avez 10 là, 20 là, etc. Tandis que le 1er mai, vous êtes sûr d'avoir au moins une centaine et vous échangez dans ce sens-là. Je pense que c'est beaucoup mieux que de battre un bitume où on n'est pas vraiment entendu. Je parle de la CFDT. Oui, comment vous méprisez battre le bitume? Comment? Vous méprisez les défilés, vous dites battre le bitume. Non, je dis battre le bitume. On a très bien compris, aller dans la rue sous le soleil. Tandis que là, nous sommes dans une salle, nous avons un certain nombre d'éléments, de thèmes dont nous débattons. Je vous dis 3 ou 4 thèmes dont nous débattons, c'est remarquable. Et tout le monde est content, même, je vous dis, des gens qui ne sont pas de la CFDT. Ce que je suis en train de vous dire, le fait de défiler, ça ne vous intéresse pas? Pour vous, ce n'est pas un moyen de lutte? Non, on l'a déjà fait beaucoup. Alors, nous avons défilé aussi quand il s'est agi de la retraite. La CFDT était en avant dans cette affaire. On n'a jamais crié très fort, mais la CFDT était là. Quand il s'agit de faire un certain nombre de démarches, nous y sommes, il n'y a aucun problème. Mais je vous dis, le premier, alors ça fait 2 ou 3 1er mai où effectivement nous faisons nos petites affaires en salle. Mais sans avoir quoi que ce soit contre les autres ces organisations syndicales, que je respecte d'ailleurs beaucoup. Quelle est donc la préoccupation majeure aujourd'hui du monde ouvrier en Martinique? Eh bien, de faire en sorte que le salarié se sente mieux. Alors, je dois vous dire qu'il y a un certain nombre de choses, d'événements qui se sont déroulés en 2024. Et ça, je l'avais dit aussi que c'était très dommage, parce que les gens qui... certaines personnes qui se disent, bon, on va faire ceci, on va faire cela, etc., ne pensent pas aux autres derrière. Parce que par rapport à 2024, à ces événements, eh bien, beaucoup de gens ont perdu leur travail. Et moi-même, qui suis conseiller du salarié également... 2024, ce sont les événements, les manifestations autour de la vie chère. Voilà, voilà. Moi, j'avais rien contre ça au départ, ça c'est pas un truc... Même si j'avais entendu dire que les syndicats, machin, il fallait les mettre de côté, etc., c'était pas la bonne solution. Mais je peux vous dire que les manifestations, là, ben, qu'est-ce qui s'est passé avec des jeunes peut-être qui ont bloqué à droite à gauche? Eh bien, beaucoup d'entreprises ont fermé, sont en train de fermer, et on est en train de se battre justement pour que les gens... Combien de gens, je peux vous dire, je peux vous montrer, puisque je note chaque fois, sont en licenciement économique. Et il y a des gens, il y a au moins 2 dames qui m'ont dit en pleurant, mais on n'a rien fait de mal, on nous licencie. Alors elle me dit, je comprends le patron, puisqu'on n'a plus la possibilité de travailler, il nous licencie, mais moi-même je venais d'acheter ma petite voiture, comment je vais la payer? Moi je lui dis, tout ce que je peux faire, madame, c'est vous accompagner auprès du patron, de telle sorte qu'il vous donne tous vos papiers, c'est ce que je peux faire, mais je ne peux pas faire autrement. Et je vous dis, ça me fait de la peine quand je dis ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont trinqué de cette affaire-là. On ne le dit pas. Il faut le dire aussi. Et je vous dis, je suis un syndicaliste convaincu. Quoique je pense qu'il y ait des patrons qui font leur travail. Je vous dis qu'ils ne sont pas plus méchants que d'autres. Mais en tant que syndicaliste, je dis que quand je vois le nombre de personnes que j'ai accompagnées depuis le début 2025, et je ne suis pas le seul syndicaliste, parce que nous sommes une dizaine dans notre syndicat accompagné, dans d'autres syndicats il y en a, je dis que je suis inquiet.
Vous voyez, je suis inquiet. À l'occasion de l'épidémie qu'on a connue, Oui. le président de la République a dit « nous sommes en guerre ». Il a employé cette expression « nous sommes en guerre contre cette épidémie ». Est-ce que vous direz « nous sommes en guerre contre la vie chère » Être en guerre contre la vie chère, non, je ne parlerai pas comme cela. Je pense que ça c'est faire montre de peu quand même de réflexion. Parce que la vie chère, elle l'est d'une façon ou d'une autre. Hein, parce qu'il y a des aliments qui seront effectivement plus chers qu'en France, et puis il y a des aliments qui seront moins chers qu'en France. Maintenant, quand on demande de faire en sorte que l'on puisse vérifier un certain nombre d'éléments de telle sorte que dans l'alimentaire même, hein, parlant, il y ait une baisse de la vie chère, je n'ai aucun problème avec cela. Mais de dire que, bon, alors il avait dit ça, moi je passe Macron, parce qu'il est loin d'être con, on dit qu'il est couillon, il est loin d'être con. Quand on dit, je ne sais pas moi qu'on va apprendre à danser quand même, monsieur Laouché. Quand il dit, on est en guerre, bon, c'est une façon, si vous voulez, de mobiliser les gens sur quelque chose. Parce que c'est pas bête non plus, hein. Quand on focalise les gens sur quelque chose, il y a autre chose qu'ils ne voient pas. Mais moi j'aime tout voir. C'est pourquoi je vous disais tout à l'heure que je ne suis pas un politicien, mais je suis tout, monsieur. Et donc quand on dit on est en guerre, non, il a dit ça pour le dire, mais on n'est pas en guerre contre la vie chère, on fait un travail pour que la vie soit plus commode pour les uns et les autres. D'accord. Donc la vie chère, c'est quand même une préoccupation majeure pour les salariés martiniquais. Oui, tout à fait, non, absolument. Oui, il faut qu'on fasse ce travail-là. Moi, je n'ai aucun problème avec cela. Ok, mais de façon... Mais avec les organisations syndicales, pas sans elles. D'accord. Quand même, en 2009, oui, vous avez lutté contre la vie chère. Ah, mais nous étions là en première ligne. Vous étiez dans la rue, oui, avec des drapeaux rouges. Non, nous, non, orange. La CFDT est orange. Et orange. Voilà, regardez, orange. D'accord. Il n'y avait jamais dans l'histoire de la Martinique, il n'y avait eu une mobilisation aussi importante. Autant de gens dans la rue. Absolument. Jamais. La Martinique entière, du petit ouvrier aux fonctionnaires, tout le monde était dans la rue. Je vais vous faire une petite confidence, allez-y. Donc le mouvement était syndical, les syndicats étaient très impliqués. Oui. Nous n'avons très exactement rien obtenu. Très exactement rien obtenu. Tiens. En quelques mois, même par 2 mois avec le RPRAC, eh bien, on a quand même un petit peu avancé. C'est tout ce que j'ai à dire. Bon. Le RPRAC a fait ce qu'il pouvait. Puisque je vous dis au départ, quand il a parlé des organisations syndicales et tout, je me suis dit, voilà quelqu'un qui ne sait pas vraiment le travail que les organisations syndicales ont effectué. Bien. Alors, si vous permettez, je reviens à cela et je vais vous donner le petit scoop. J'en ai déjà parlé, mais de façon... ça s'est très bien passé au départ. Parce qu'il faut rappeler qu'en 2009, avant 2009, nous nous étions réunis assez régulièrement, toutes tendances confondues. Et puis, petit à petit, c'est vrai que les organisations patronales se sont plus ou moins enlevées, etc. Et donc, le mouvement a éclaté quand même, il a vu le jour, parce qu'il fallait que ça se fasse. Et donc, quand c'est parti ainsi, vous vous souvenez, il y avait eu 30 000 personnes dans les rues, les organisations syndicales sont montées au créneau, etc. Moi, je me suis dit, très bien. Mais lorsque j'ai compris de quelle façon ça se passait, je me suis dit que nous prendrions du plan. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, les organisations syndicales les plus importantes, je dois dire, ont décidé qu'on ne peut plus faire confiance aux politiques. On n'a pas besoin des politiques, on fait ce qu'on veut. Bien. Un jour, je rencontre M. Marie-Jeanne. Nous avions réunion à la préfecture, comme c'est arrivé assez souvent. Je rencontre M. Marie-Jeanne, nous discutons. Et il me dit, Eric, tu es un brave gars, mais écoute-moi, ce que vous avez fait là n'est pas bon du tout. Je lui ai dit, mais non, je sais, les camarades se sont fourvoyés. Ils veulent dire que, bon, c'est avec les politiques, mais il m'a dit, non, on n'aurait jamais dû me faire ça. Moi, M. Marie-Jeanne, ça en l'est chez moi. Et je vais vous faire voir qui je suis et qui est Marie-Jeanne. Voilà ce que M. Marie-Jeanne m'a répondu. Et le président
Donc, à l'époque de la CTM ou de la région, qui vous dit cela, avec la personnalité que c'est, M. Laouché, vous comprenez tout de suite qu'on ne peut pas gagner. Voilà ce qui m'a été répondu. Et je sais qu'il a fait ce qu'il fallait, M. Marianne, pour que nous n'ayons pas à gagner. Mais nous avons commis une erreur en disant que nous ne voulions pas des politiques. C'est une affaire qui ne peut pas Vous vous rendez compte de l'accusation que vous portez? Non, ce n'est pas une accusation. Mais si, c'est une accusation. Non. Alors, vous dites que Alfred Marie-Jeanne a fait le nécessaire pour que le mouvement n'aboutisse pas. C'est quand même une grave accusation. Mais non, mais quand je dis ça, mais M. Marie-Jeanne sait que je ne mens pas. C'est ça qui est important. Et quand je dis ça, à la rigueur, je peux l'avoir compris, parce que je me suis mis à sa place et je lui ai dit. Il m'a dit que non, tu es gentil, hein, puis que tu es un brave boug, mais je ne marche pas sans les témoins là. Il montre les autres qui montrent que c'est que Marie-Jeanne. Je ne peux rien y faire. J'ai tout fait pour essayer de... Non, non, non. Il m'a dit non. Et c'est pourquoi, je le répète, nous avons perdu, mais par rapport à notre erreur. Il y a eu un côté égocentrique de notre part, de dire les syndicats vont. Mais de quel droit les syndicats vont? Et nous avons élu les politiques, pourquoi? Est-ce que je ne sais pas si vous me suivez? Je suis ni pour l'un ni pour l'autre. J'essaye de faire les choses, de les faire de la façon la plus réfléchie qui soit, la plus intelligente qui soit. Et ça, je vous le dis, je vais le répéter. D'ailleurs, je l'ai dit des fois, peut-être un 1er mai ou 2, s'agissant de cette affaire-là. Je ne dis pas ça pour fustiger Marie-Jeanne, non, mais c'était sa personnalité. Il m'a dit qu'il n'a pas accepté que nous refusions, nous rejetions les politiques. Et donc, voilà aussi, c'est pourquoi je vous dis, voilà ce qui s'est passé. Par contre, les organisations syndicales ont continué de travailler. Parce que même pour la CFDT, je me souviens qu'en 2019 et en 2020, nous avons échangé avec le groupe Parfait, avec le groupe Fabre, mais nous n'avons pas pu le faire malheureusement avec le groupe GBH parce qu'entre-temps, il y a eu pas le chikungunya, il y a eu une épidémie là qui nous a empêché de le faire, mais nous étions prêts à y aller aussi. Et donc, le travail a continué sur la vie chère. Et quand je souriais tout à l'heure, les gens qui arrivaient qui disent « Ah non, non, on a fait ça. » Non, les syndicats ont toujours continué de travailler sur la vie chère, je vous assure. Les syndicats ont continué de travailler. Je vous dis, ça m'a fait de la peine, c'était pour le groupe GBH. Je dis, on a gardé peut-être le plus gros pour la fin, et puis nous pris là. Pour dire à quel point nous avons travaillé. Ah si, les syndicats non. Je peux vous dire, je garantis pour les syndicats, on n'a jamais arrêté de travailler sur la vie chère. Jamais. Et nous serions peut-être arrivés à d'autres choses encore. Parce que je vais vous dire, hein, au moment où le RPAC est entré en ligne de compte, j'ai eu des appels où les gens me disent, mais on ne comprend pas, mais nous savons travailler avec vous. J'ai dit, ah ben oui, mais ce n'est pas nous qui sommes là. Donc nous regardons, nous attendons. Et je vous dis, on a travaillé avec Parfait, on a travaillé avec le groupe Fabre, et les seuls avec lesquels, pour la CFDT, nous n'avons pas travaillé, c'est le groupe GBH. D'accord, le plus important. Oui, oui, mais bon, c'est parce qu'on l'avait attendu, on avait laissé le plus gros pour la fin, malheureusement. Mais j'ai quand même, après ça, j'ai quand même rencontré M. Ayot, le fils. Le fils, on a échangé, d'ailleurs c'était en préfecture. On a échangé et il me dit, je suis un petit peu sur tout ce que vous dites, mais là pour le moment, ce n'est pas ce qui est en train de se faire. Je dis, moi quand les syndicats vont reprendre en main, nous allons essayer de voir, mais jusqu'à maintenant, je vais vous dire, nous travaillons dessus, hein, parce que Paul-Émile Beausoleil, il suit toutes les réunions avec Patrick Deton qui est son adjoint. Ils suivent les réunions. Et donc, il ne faut pas croire que les syndicats... Non, non, les syndicats font leur travail. Donc, il suit ça avec son adjoint, monsieur? Oui, oui, avec le bureau, avec l'équipe. Mais c'est surtout son adjoint, Patrick Deton. Okay, mais pas avec son directeur général, puisqu'ils ne s'entendent pas. Non, je parle là du bureau syndical, je ne parle pas de la sécurité sociale. Ah, d'accord, je ne comprenais pas. Non, je parle du bureau syndical. Là, nous sommes en syndicat. Hein. D'accord. Je ne parle pas de la CGSS. Non, la CGSS est des deux côtés. Quand vous avez parlé de Beausoleil... oui, non, parce qu'il est secrétaire général de la CFDT et président de la CGSS. D'accord. Donc là, c'est la même personne, mais dans une autre fonction. Absolument. D'accord. Parce que c'est moi-même qui l'ai proposé. Puisqu'il faut proposer, chaque syndicat propose des gens pour assister à ces conseils d'administration. D'accord. Bien. Donc, pour vous, la vie chère, c'est important, mais ce n'est pas fondamental.
Non, puisque la preuve, on peut vivre quand même comme ça. Voilà, nous n'y fouillons à peine, nous n'y ceci, on vit sa vie. Maintenant, c'est vrai que quelquefois, je vous dis, la vie est chère, mais c'est à nous de faire en sorte que comme la vie est si chère, nous ne commettions pas d'erreurs pouvant faire en sorte qu'elle le soit encore davantage. Parce que lorsque nous faisons un certain nombre de choses et que les gens, effectivement, ne puissent pas manger ou alors leurs petites dettes, ils ne peuvent pas les... Vous avez bien compris que ça ne sert à rien. Il faut que la vie chère, de telle sorte que nous la combattions, puisse servir aussi le Martiniquais. Ça ne doit pas être une question d'état d'âme, ça ne doit pas être une question on veut faire ceci, on veut montrer cela, non. Il faut aider le peuple martiniquais. Oui. Oui, alors donc, nous étions en train de parler de choses très intéressantes. Et tout à l'heure, c'est vrai que j'ai parlé de chikungunya. Ce n'est pas le chikungunya, c'est le Covid, effectivement. Mais c'est vrai que le chikungunya est tellement dans les têtes aussi en ce moment, que ce soit ici, que ce soit là-bas. Donc, j'ai parlé de chikungunya. Donc, on a bien compris que c'était le Covid. Alors, je disais donc qu'il y a beaucoup de points qui sont un petit peu à revoir. Même la formation ici. Je vois que quelquefois, nous formons des jeunes pour former, alors que ce n'est pas peut-être dans les bonnes formations qu'ils se trouvent. Par exemple, je dis ça, mais je crois que dans le BTP, nous sommes assez d'accord là-dessus. Nous avons aussi les, comment dirais-je, les branches sur lesquelles on ne travaille plus tellement, etc., etc. Et je pense que ça ne sert pas nécessairement l'ouvrier, mis à part tout ce que l'on pourrait reprocher, pas nécessairement, quand je dis au patronat, parce que je dis que nous sommes tous responsables des salariés et de ce qui leur arrive. Alors donc, essayons de réfléchir, de voir les choses intelligemment, comme nous essayons de le faire régulièrement, pour que les salariés, en fait, se sentent beaucoup mieux. De quoi vous voulez parler encore ? Eh bien, alors, tout à l'heure, j'ai parlé déjà aussi de notre manifestation que nous ferons. Alors, une dernière chose, c'était les cours du soir de Théa-Saint-Ville. Puisque je disais que... Et alors là, je remercie aussi, parce qu'il faut être honnête, si nous sommes toujours là, c'est que la municipalité a bien accepté de nous céder des locaux. C'est des locaux, c'est au Théâtre Saint-Ville, etc. Et donc, nous avons arrêté presque une année. Pourquoi? Parce que nous avons voulu, donc un petit peu en accord avec la sous-préfecture du Marie-Haute, nous avons voulu reprendre les statuts et le règlement intérieur, parce que ça, il fallait que ça se refasse. Pourquoi? Parce que ça date du père Saé. Quand je dis le père, c'est d'Hector Saé, qui est un gros bâtisseur de cette affaire-là, qui a travaillé énormément. Mais c'est vrai que les statuts sont un petit peu vieillots, et nous les avons repris. Et je pense que pour avoir entendu un certain nombre de personnes, nous devrions reprendre les cours au 6 octobre. D'accord. Les cours du soir. Je crois que c'est important aussi. Alors, oui. Alors, juste encore une chose. Je suis un petit peu bavard parce que, bon, c'est pas tous les jours. Avec intérêt. D'accord, c'est pas tous les jours que, bon, je demande à être entendu. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que je me suis rendu compte, en tant que syndicaliste, que souvent, des gens s'étaient fait avoir parce qu'ils ne pouvaient pas rendre un rapport eux-mêmes ou bien s'expliquer comme il aurait fallu. Pourquoi je dis ça? C'est pas toujours facile. Parce que quand on peut le faire soi-même, n'importe qui, moi, je peux aussi écrire, mais avec un avocat, nous verrions qu'il y a des choses différentes. Il y a des choses qu'il faut. Mais quand on n'a pas du tout les moyens d'écrire ou de faire entendre ce qu'on a à dire, je pense que c'est peut-être un tort. Et c'est pourquoi nous sommes en train d'essayer avec un nouveau conseil d'administration, justement avec Madame Pignol, Madame Lamartinière, Claude Laurence, les impôts Pontchâteau et tout ça, nous sommes en train de remettre quelque chose en ordre, de telle sorte que nous puissions refaire démarrer ces cours du soir. Donc vous avez plus un an pour refaire un statut? Non, pourquoi? Non, si vous voulez, il y a des dates. Parce que nous commençons toujours, si vous voulez, aux environs d'octobre. Mais on s'est rendu compte que si on avait dû commencer en octobre, ça ne nous convenait pas nécessairement. Donc on a fait un petit peu arrêt sur image, et encore que, comme il y a des gens qui peuvent travailler hors cours du soir,
ils font venir des gens qui prennent des cours, qui viennent là. Vous voyez, c'est pas... Donc on n'a pas laissé tout à fait tomber, mais les cours tels qu'ils fonctionnent n'ont pas fonctionné effectivement, vous avez raison, pendant près d'une année. Et nous devrions reprendre le 6 octobre. D'accord. Est-ce que vous avez encore un sujet que vous voulez aborder? Si vous vouliez en aborder un avec moi, il n'y a pas de problème. Donc, vous estimez que la sécurité n'est pas un gros problème pour le monde ouvrier en Martinique? Parce que je dirais que ce qui est important, vous ne m'avez pas dit la sécurité. Donc pour vous, c'est pas un problème important. Quand vous parlez de sécurité, alors comment vous voyez ça? C'est parce qu'on se rend compte qu'il y a de plus en plus d'armes qui circulent en Martinique, que le narcotrafic est à nos portes, que toutes les semaines on apprend qu'on a saisi de la drogue. Bon. Ça ne vous paraît pas quelque chose d'important? Alors, si vous voulez, je tourne presque la question, parce que j'en ai parlé. Vous savez que je suis de la défense moi-même. Je suis un personnel civil des armées. Donc je connais aussi bien des gendarmes. Et il nous est arrivé de discuter. C'est pourquoi je disais que ce que vous dites, c'est très grave. Mais ça, nous n'allons pas le mettre dans la tête de ceux, justement, qui ont besoin des armes pour commettre leurs méfaits. Et c'est pourquoi je disais à ces mêmes gendarmes qui ont compris ça, je dis, mais vous nous demandez de remettre les armes. Mais ceux qui remettent les armes sont d'honnêtes citoyens, vous et moi. Et qu'est-ce que nous faisons de tous ces gens qui ont des armes? Comment nous nous défendons? Parce que nous ne pouvons pas avoir un gendarme et un policier derrière chaque citoyen. Je ne sais pas si vous me comprenez exactement. Donc je comprends que vous êtes d'accord pour que les Martiniquais puissent être armés. Non, non, c'est pas ce que vous demandez. Non, c'est pas ce que je demande. Non, je veux dire qu'il y a une réflexion. Parce qu'on dit, remettez les armes. Oui. Mais il faut bien expliquer aux gens, remettez les armes, mais nous sommes là. Mais comme il ne pourra pas avoir un gendarme et un policier derrière chaque citoyen, ça pose problème. Et par contre, je vais vous dire, là, je rejoins un peu les Américains. Parce que nous sommes à égalité. Vous pensez qu'on devrait pouvoir acheter une arme normalement, sans problème? Attends, c'est-à-dire que ceux qui ne devraient pas pouvoir le faire, le font. Mais ceux qui auraient droit de le faire pour se défendre ne peuvent pas le faire. Nous ne sommes pas à égalité. C'est ça que je veux dire. Oui, mais... Nous ne sommes pas à égalité. Okay. En fait, j'ai bien compris ce que vous voulez dire. Ce que je vous demande, c'est de répondre à ma question. Est-ce que vous seriez d'accord pour que chaque Martiniquais, quel qu'il soit, puisse acheter une arme, comme c'est possible, aux États-Unis d'Amérique? Alors, par contre, je dirais que je ne suis pas certain, parce qu'il faut aller, comme je dis, dans l'intelligence des choses. Certains États des États-Unis d'Amérique refusent. Et puis l'ont fait aussi depuis très longtemps. D'ailleurs, on voit certaines émissions où je regardais dernièrement des enfants de 5-6 ans qui ont une Kalachnikov, mais qui ne vont pas aller plus loin que ça. Tandis que de faire ça maintenant à Martinique, je ne suis pas certain du tout que ça fonctionne, parce qu'on n'a pas été élevé comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Mais quand je dis ça, c'est l'état d'esprit des Américains que je comprends. Il y a une égalité. Tandis que là, quand les gendarmes, des amis, nous discutons. Et quand j'ai fini de leur parler, ils me disent, tu sais, mais c'est quand même la loi. Je dis, c'est la loi. Mais si quelqu'un débarque chez moi et que je n'ai pas la possibilité de me défendre, vous faites quoi pour moi? Personne ne me répond. D'accord. Le juge, quand je serai mort, aura bonne cause de dire que eh ben, c'est triste pour lui. Mais je préfère qu'il m'inculpe si je suis vivant et que je me suis défendu. D'accord. Donc je réponds, je repose ma question. Est-ce que vous avez compris les derniers mots? Si, j'ai compris les mots, parce que, bon, comme je comprends le français, j'ai compris. C'est pas ce que je dis que non. Il n'en reste pas moins que vous ne répondez toujours pas à ma question. Est-ce que vous seriez partisan qu'aujourd'hui, du fait de cette insécurité, les Martiniquais, lambda, n'importe qui, puissent s'armer? Mais donc, je vous dis non. Pour moi, je dis que non. Ce serait trop difficile. Nous n'avons pas eu cette culture-là. Parce que le gars, je vous dis, j'ai vu des enfants à 6-7 ans, mais l'enfant, il maîtrise ça. Quand il a fini, il va y ranger son arme. Mais soit vous voyez des enfants d'ici. Mais non, mais ce ne serait pas possible. Alors donc, je comprends l'état d'esprit américain sans qu'il soit transportable chez les Martiniquais.
Mais en même temps, vous regrettez de ne pas pouvoir vous défendre contre le gars qui vous attaquerait. Non, je n'ai on pas dit que vous serez mort. Je n'ai pas dit que moi, je ne serai pas en mesure de me défendre. Vous avez des armes. Je n'ai pas dit que moi, je ne suis pas en mesure de me défendre. Enfin, vous ou quelqu'un d'autre, je veux dire. Enfin, vous savez très bien ce que je veux dire. On ne va pas rentrer dans ce débat-là. Je n'ai pas dit que je ne suis pas en mesure de me défendre comme d'autres Martiniquais. Mais je dis que si tous les Martiniquais, comme les Américains, devraient avoir des armes, ce serait difficile à concevoir. Je ne suis pas d'accord pour ça. D'accord. Est-ce que c'est clair? Oui, je sais clair. Est-ce que le narcotrafic vous paraît être une vraie menace ou bien c'est quand même exagéré, on en parle trop, quoi, je veux dire. C'est pas aussi grave que ça. Parce qu'en fait, ça ne rentre pas tellement chez nous. Nous servons de passage vers l'Europe, en fait. Souvent. Alors, oui, je vais vous dire. Je pense que le narcotrafic est quelque chose de très difficile. Alors, je vous dis que j'ai longtemps travaillé au Fort Saint-Louis. Et donc, je reste persuadé qu'il y a un travail à faire dans ce domaine-là. On ne peut pas continuer comme ça, de laisser des gens venir, comment dirais-je, descendre nos jeunes. Parce que la drogue détruit un jeune. Hein. J'ai vu des jeunes qui, un mois auparavant, pouvaient être quelqu'un et puis qui, après, ne sont plus rien, ne sont plus personne. Donc, le narcotrafic, je pense qu'il faut le défendre parce qu'il y a certains qui se moquent nécessairement des autres, qui n'ont absolument rien à faire et dont le but est de se remplir les poches. Et donc, quand je vois les gens de l'Océatis, notamment au Fort Saint-Louis, le travail qu'ils mènent avec la douane et tout ça, je dis que c'est très bien. Non, non, il faut combattre le narcotrafic. Je ne crois pas qu'il y ait d'excès là, en disant que c'est très dangereux. Non, je pense qu'il faut défendre, il faut combattre cela. OK. Est-ce que vous êtes partisan du système capitaliste en économie? Bon, alors là, c'est encore quelque chose. Non, si le système capitaliste peut être pris dans un certain sens, moi je dois dire que celui qui travaille en a, celui qui ne travaille pas en a moins. C'est dans ce sens que je parle du capitalisme. Le capitalisme, c'est celui qui travaille beaucoup et qui peut, pour ma part, en mettre un peu de côté. C'est comme ça que je vois le capitalisme. Hein. Le capitalisme, c'est ça. Quand, par exemple, on est retraité, même un petit peu comme je suis, on ne peut pas dire que le capitalisme ait détruit quelque chose. Et le syndicaliste que je suis le dit parce que nous avons longtemps discuté avec des camarades pour dire, mais le capitalisme, ce n'est pas ce qui gêne, hein, c'est ce qu'on veut en faire qui est mauvais. Si chacun est à sa place dans ce système-là, je ne vois pas le problème, parce que je prends tout de suite à côté le communisme, voyez, qui ne rend pas de la même façon. Mais ça, si vous voulez, là, c'est dans le domaine historique et tout, voyez. Et donc, mais le capitalisme, pour moi, ça n'a pas, il n'y a rien d'affolant là, absolument pas. Combien de gens sont sortis de rien pour arriver à quelque chose et se disent capitalistes? Ils ont raison, parce qu'ils ont pu mettre un petit capital de côté. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, je suis clair, je n'ai rien contre le... Mais même à la rigueur, contre le communisme, parce que j'entends même chez nous, en Martinique, certains communistes s'exprimer. Oui, je suis d'accord avec eux, mais jusqu'à un certain niveau. D'accord. Cette phrase, l'exploitation de l'homme par l'homme, oui. Le capitalisme serait, selon Karl Marx, l'exploitation de l'homme par l'homme. Ça ne vous choque pas? Mais alors, qui exploite qui? Parce que lorsque l'on va dans les pays communistes, vous allez en Chine, mais est-ce que ce n'est pas l'exploitation de l'homme par l'homme? Il y a un pays, il y a un, comment dirais-je, un groupe qui fait ce qu'il a à faire, et puis d'autres qui doivent suivre. Est-ce que ce n'est pas l'exploitation aussi de l'homme par l'homme? Je me pose des questions. J'ai observé Cuba, mais là aussi c'est pareil. D'ailleurs après, les parents même de Castro, ses enfants, ben ouais, mais on n'était pas d'accord, papa. Pourquoi? Parce que ceci, cela. C'est-à-dire, il y a certains qui se permettent un certain nombre de choses et les autres ne peuvent pas suivre. Vous voyez? Alors, qu'est-ce que le capitalisme? Au moins, c'est clair, c'est net. Chacun fait ce qu'il peut. Mais lorsque dans un truc comme la Chine, et je répète, vous avez vu comment ça se passe, ou en Corée du Nord, comment ce monsieur mène la Corée avec sa fille qu'il met déjà à ses côtés, quand on me dit que ce n'est pas l'exploitation, c'est l'exploitation de l'homme par l'homme. Donc selon vous, le capitalisme
est aujourd'hui le meilleur système d'organisation de la société? Non, c'est le système qui permet à la société d'évoluer le mieux. Ça, c'est ce que je pense. Ce n'est pas peut-être le meilleur, mais c'est celui qui permet à l'homme d'exister le mieux. Et je vous dis, quand je prends le Venezuela, je n'en parle même pas tellement, mais Cuba, la Chine, etc., on se dit qu'il y a là de vrais problèmes. Je vous dis, quand je regarde comment des gens se font bastonner parce qu'ils essaient de parler, ils essaient de dire qu'ils ne sont pas d'accord, je dis, est-ce que c'est ça qui est aussi la non-exploitation? Non, mais c'est de l'exploitation pire. Voilà. Et pourtant, je ne peux pas dire que je m'exprime, ni que je m'exprime en tant que capitaliste. Non, j'essaie d'être juste et clair dans ce que je dis. Oui. Vous êtes en train de dire que les systèmes, disons, totalitaires, oui, étant moins bien que le capitalisme, vivent le capitalisme. Non, même pas. Non, je dis que le capitalisme, si c'est ce que nous avons et qu'il est un peu meilleur que ceux-là, on le prend. D'accord. Pas la même chose. D'accord. Lorsque vous avez une entreprise, vous avez le chef d'entreprise qui gagne 1500 fois ce que gagne l'ouvrier, oui, ça vous choque ou pas? Je dis que ça peut être choquant, mais alors c'est choquant non pas pour ceux qui sont dans le même système, mais pour les autres. Parce que il y a beaucoup de directeurs généraux qui touchent énormément d'argent. Mais c'est bien pourquoi je suis syndicaliste. C'est pour essayer de faire en sorte que les choses soient le plus justes possible. Et quand je dis ça, je parle à mes camarades très franchement. Je leur dis, mais je ne viens pas combattre le patron. Parce que ce qu'il a fait quelquefois, il s'est battu pour le faire, mais je lui dis, vous avez telle personne qui vient travailler pour vous, payez-la comme il faut. Voilà toute la différence. Donnez-lui, ne la faites pas souffrir. Au 30 du mois, donnez-lui son argent, ne lui donnez pas son argent au 10 du mois suivant, etc., etc. Donc vous voyez, je ne viens pas contre la CFDT d'ailleurs, ne viens pas contre le patron, mais dit au patron de respecter le salarié et d'appliquer ce qu'il y a à appliquer, parce qu'on se rend compte souvent, notamment, que les choses ne sont pas appliquées. Et là, à partir de ce moment, non, je ne suis pas... Autant je dis que le patron, il faut qu'il y ait des capitalistes comme ça pour faire vivre les gens, autant moi je dis que non, on doit respecter le salarié qui travaille. Est-ce qu'il faut augmenter le SMIC en Martinique? Bon, je ne sais pas non plus si ce serait là la solution, l'augmentation du SMIC. Je serais plutôt pour faire diminuer le coût de la vie. Parce que le SMIC va monter, mais la vie va augmenter, etc. On ne va plus s'en sortir. Moi, je suis très clair sur ça. Plus on va augmenter le SMIC, plus les... Mais ça se voit tous les jours. Tandis que si on dit aux gens, vous vendiez ça à 20 €, vendez-le à 15 €, etc., etc. Celui qui travaille et qui a le SMIC, qui est au SMIC, n'aura pas grand-chose à dire. Ça, c'est mon état d'esprit. D'accord. Mais il aura du mal à acheter un billet d'avion pour aller ailleurs. Oui. Pour vous, le SMIC, c'est juste pour manger, quoi. Oui, non, mais pour le billet d'avion, on se rend compte qu'il y a tellement de gens qui sont au SMIC et qui peuvent quand même acheter leur billet d'avion que l'on peut se dire que quelquefois, c'est la façon de vivre, la façon d'épargner qui peut être importante. Parce que vous savez, il y a ceux qui veulent faire comme tous les autres, parce qu'on peut avoir le SMIC et vouloir faire comme les autres, s'acheter une voiture comme ceci ou comme cela. Et puis ceux qui ont compris qu'on ne peut pas faire ça, alors ce sont des épargnants et qui ont leur petit billet, par exemple, leur petit compte de caisse d'épargne, et qui peuvent aller en voyage même 2-3 fois dans l'année. Ce n'est pas parce qu'ils ont plus que d'autres, c'est parce qu'ils, comment dirais-je, ils s'arrangent, ils s'organisent autrement. Ils se sacrifient. Ils se sacrifient, mais même pas. Ils s'organisent. Non, ils s'organisent autrement. Vous n'aimez pas le mot sacrifier, ils ne se sacrifient pas. Non, c'est pas un sacrifice, c'est une organisation. Oui. Je vous dis, j'ai vu, mais tous les jours, je discute. Je dis, mais comment tu as fait celle-là? Attendez, si pour aller en croisière, oui, vous évitez d'aller au restaurant, d'aller à la... etc., oui, c'est pas un sacrifice? Non, c'est une volonté de partir en croisière. Parce qu'il faut savoir que la croisière, bon, il faut la payer. Donc, si vous n'avez pas fait, vous n'avez pas eu dans votre tête cet esprit organisationnel,
vous aurez des difficultés. C'est pas se sacrifier, je dis non. Vous vous rendez compte, vous êtes un syndicaliste. Oui. Et vous dites que ce n'est pas la peine d'augmenter le SMIC, c'est-à-dire le plus bas salaire que touchent les salariés. Oui. C'est extraordinaire quand même. Je n'ai pas dit que ce n'est pas la peine. J'explique pourquoi je pense que si on doit augmenter le SMIC et qu'en même temps, tous les prix de toutes les denrées doivent augmenter, ça pose problème. C'est ce que je veux dire. Je veux dire que si on arrive à faire un truc où on fait le blocage des prix, on fait la baisse des prix et que ça fonctionne, le SMIC, on peut toujours le tenir où il est. Voilà ce que je dis. Hein. Non, mais la baisse des prix n'est pas de votre ressort, a priori. Non. Alors que lutter pour que le salarié ait un revenu supérieur, c'est quand même un bon job. Oui, non, mais nous sommes bien d'accord. Nous sommes bien d'accord. D'ailleurs, quand je négocie, par exemple, en face d'un patron, ce n'est pas pour le SMIC que je vais négocier. Je veux dire que, par exemple, nous avons un mécanicien supérieur. Je regarde les tableaux. Je dis, mais tiens, en France, ce gars-là est à tel prix. Pourquoi ici, il est à tel prix? On va me dire, oui, mais c'est parce que c'est la Martinique. Je dis, mais non, mais il y a un effort à faire. Mettons que ce monsieur soit à 1800 €. Je dis, mais non, mais il y a quand même quelque chose. Vous ne voyez pas que sur ce tableau-là, c'est 2500 pour un mécanicien. Alors, on discute là-dessus. On ne va peut-être pas arriver aux 2500, mais si on arrive à 2100, c'est toujours autant. Vous voyez ce que je veux dire? Je comprends mieux, mais je me pose la question d'une façon générale en Martinique. Oui, oui, oui. Est-ce que vous pensez qu'il faut, oui ou non, augmenter le SMIC? Il se trouve qu'il y a une catégorie de travailleurs en Martinique qui gagne 40% du fait de la vie chère. Et je vous demande à vous, est-ce que vous seriez d'accord pour qu'on augmente le SMIC, quoi, le salaire de base des ouvriers, des salariés? Mais alors, c'est ce que j'expliquais. Si on doit augmenter, parce que là, si vous voulez, c'est presque une pirouette. Si on doit augmenter le SMIC et que par ailleurs, les prix des denrées augmentent, pour moi, on n'aura pas fait grand-chose. C'est ça que je veux dire. Donc, c'est marrant. Il faut s'arranger pour que les denrées n'augmentent pas, que les prix baissent. Comment dire, les prix des denrées baissent. Avant de vous battre pour oui. qu'on augmente le SMIC, vous allez vous battre pour que les prix des produits baissent. Oui. Et si vous n'y arrivez pas, on augmentera le SMIC. Ah non, si on n'y arrive pas et qu'on sent qu'on ne va pas y arriver du tout, on dit, mais attends, il faut augmenter le SMIC, faites un effort. Quand même. Oui, bien sûr. Quand même. Mais je ne veux pas, les deux ne sont pas compatibles. Vous voyez, les deux ne sont pas compatibles et c'est pourquoi j'essaie de faire un choix. Et par rapport au travail qui a été fait, dernièrement, on en parlait, la baisse des prix et tout ça, je suis d'accord pour que les denrées baissent en prix, etc., de telle sorte que les gens qui n'ont que le SMIC pour le moment puissent s'en sortir. C'est ce que je veux dire. Est-ce que vous pensez que les petites entreprises martiniquaises supporteraient une augmentation du SMIC? C'est pas sûr. C'est pas sûr. Quand je vois certaines, je veux dire, petites ou très petites entreprises, parce que les TPE, c'est ce que nous avons ici. Nous avons 85% des entreprises qui sont des TPE. Pour certaines, très petites entreprises. Oui. Alors, non, les TPE, les très petites entreprises. Oui, très petites entreprises. Très petites. Nous en avons 85% à peu près. Bon. Et quand je vois ça, je me demande si, pour avoir testé, si ce serait très facile pour elles de pouvoir augmenter les salaires. Les salaires. Je vous dis très sincèrement. Alors, mais c'est pourquoi moi je me bats. Je vous dis par contre, je me battrai, et les yeux dans les yeux, que le gars, quand je viens devant lui, je lui dis, mais comment? Nous sommes au 30 du mois, vous n'avez pas payé son salaire à ce monsieur. Je serais très à l'aise pour lui dire, si c'est 1500 € que vous devez lui donner, donnez-lui. Par contre, si c'est 1700, peut-être qu'il me dira, bon, je peux lui donner en 2 fois, etc., etc. Tandis que si c'est ça, c'est 1500, donnez-lui ces 1500. Je suis intransigeant sur cela. Et ils le savent. Hein. Vous voulez terminer cette interview comment? Vous avez 2 minutes pour conclure. L'émission est terminée. Eh bien, je dois dire que je suis très heureux que vous m'ayez invité à échanger. Je pense que c'est ça le sens même du journalisme et c'est ça le sens de celui qui vient, qui doit essayer de répondre le plus honnêtement et vous dire simplement que si jamais vous aviez quelque chose à travailler
Encore que vous me rappeliez, je serai prêt à venir échanger avec vous, Monsieur Laouché. Je vous remercie. Ça ne vous ennuie pas si entre-temps j'évite M. Bellemare? Absolument pas. Absolument. Okay. Absolument. Je vous remercie. Je vous en prie. Chers amis, le canal Martinique Télévision, nous avons discuté pendant plus d'une heure devant vous avec M. Éric Picot, ex-secrétaire général de la CFDT, président de l'UPM, et qui est venu nous faire part de son expérience. Merci beaucoup, au plaisir. Merci.